Coucou les foufous de Kung Fu. Je sais, j'avais promis de faire une vidéo sur Kung Fu Panda 4, en plus ça aurait fait gonfler mes vues, mais j'avoue que c'est l'affaire qui m'aurait gonflé. J'ai pas pu m'empêcher d'avoir des retours sur le film, et ce malgré le fait de ne pas vouloir trop me spoiler. Bon, ok, au final je me suis fait beaucoup spoiler, mais ce que je craignais, et dont je parlais d'ailleurs dans ma vidéo analyse du trailer, que je vous conseille de voir, voilà, comme ça je me fais un peu de pub, et ben tout ce que je craignais c'est concrétisé. Le background de la méchante et de l'héroïne, le traitement de la ville et des bas-fonds, le peu de justification pour l'arrivée de la caméléone, le graphisme amoindri, qui du coup s'est vraiment révélé être, c'est pas qu'une impression du coup que j'avais pendant ce trailer, c'est vraiment que le budget a été baissé significativement. Le fanservice mal exploité en faisant revenir tous les méchants. Tai Lung, bon, mettons, à la limite ça passe. Mais pourquoi Shen et Kai sont là ? Kai a explosé dans le royaume des esprits, il est mort et remort derrière, pour être bien sûr qu'il soit mort. Quant à Shen, depuis quand c'est un maître kung-fu ? Bon, la musique n'est pas faite par les mêmes, bref, j'ai pas eu envie de le voir, du moins pas avant que mes déceptions retombent un peu, voilà, que j'aie la tête un peu plus reposée et que je puisse me permettre d'être plus objectif, tout simplement. Qui plus est, j'avais pas un rond, du coup ça me faisait un peu mal d'aller au cinéma pour voir un film qui risquait à 90% de chances de ne pas me plaire. Toujours est-il que j'ai un petit peu envie de surfer sur cette vague, vous savez, voilà, pourquoi pas, moi aussi, faire le fanservice. Bon, le souci c'est que, comme toujours, je m'y prends trop tard, mais enfin c'est pas grave. J'avais surtout envie de faire une vidéo en fait sur les 3 antagonistes des 3 premiers films, et de parler de leur lien avec l'évolution de Po, car je l'ai abordé évidemment dans mes 3 autres critiques sur les 3 films de Kung Fu Panda, que je vous recommande d'ailleurs chaudement, mais je voulais faire une vidéo uniquement concentrée sur eux pour pouvoir vraiment m'étaler sur le sujet et voir leur relation avec le personnage principal bien sûr, mais aussi tous les autres personnages des films. Tai Lung. Le premier antagoniste de la saga, et non des moindres, c'est un léopard des neiges gris avec des yeux jaunes. Regard qui attire le nôtre d'ailleurs très facilement au vu du contraste avec son pelage gris. Mais aussi grâce à la mise en scène qui lui est rattachée. En effet, les gros plans sur ses yeux sont légion, et cela n'est pas anodin. Comme la couleur dans Kung Fu Panda a une énorme importance, c'est aussi le cas pour les yeux de Tai Lung. Ils ont la couleur du héros, le jaune, car c'est l'objectif qui dicte sa vie. C'est l'objectif qu'il se fixe, mais qu'il n'arrivera jamais à atteindre. Bah oui, on ne peut pas voir ses propres yeux. Bon d'accord, mon allégorie était pas terrible. Son pelage gris permet déjà de faire ressortir le jaune, mais est aussi un mélange de noir et de blanc, comme si ses sentiments étaient troublés, rappelant la scène où Guei parle de l'eau quand elle est troublée, qui fait que nous ne pouvons pas trouver la paix quand notre esprit est troublé. La couleur bleue lui est rattachée, c'est sa couleur prédominante, et dans Kung Fu Panda, c'est la couleur du mal. En effet, en Chine, lors des cérémonies funéraires, les enfants se parent de bleu en signe de deuil. Le bleu est donc rattaché à la mort, au froid, à la nuit, la peur. La couleur bleue partage donc l'écran avec Tai Lung à chacune de ses apparitions, allant jusqu'à colorer le ciel lorsqu'il apparaît. Son aura se répercute même sur les éléments extérieurs, ce qui renforce donc sa dangerosité. On peut presque le percevoir comme étant lui-même une catastrophe naturelle, lors de sa scène d'affrontement avec Shifu par exemple. Il apparaît au rythme de la foudre. Ses coups d'ailleurs eux-mêmes s'écrasent comme la foudre. Il est une force inarrêtable et insurmontable. Le bleu qui lui est rattaché est balayé par le jaune à l'arrivée de Po. Le jaune, la couleur du héros. Et c'est là justement que Tai rentrera dans le jeu de Po en croyant en lui, et c'est comme ça qu'il se fera vaincre. Le nom Tai Lung est d'abord inspiré de l'acteur Ti Lung, mais Tai Lung signifie aussi grand dragon, et cela en dit déjà long sur lui. Le fait de devenir guerrier dragon, son objectif, ce pourquoi il a été élevé lui colle à la peau jusque dans son nom. C'est sûrement Shifu qui l'a d'ailleurs baptisé comme ça, puisque c'est lui qui l'a élevé. Cela montre toute la pression qu'il lui a mis sur ses épaules. Bien sûr, pour faire un bon méchant, il faut aussi qu'il ait des points communs avec le héros, en l'occurrence Po. Il est donc orphelin, comme lui, et est aussi l'élève de Shifu, comme Po. Le message du maître sera donc perçu de 2 manières différentes et antagoniques. Cela dit, si Tai Lung existe, et si Tai Lung est le méchant de ce film, c'est la faute de Shifu. C'est lui qui a créé les objectifs de Tai Lung, c'est lui qui lui a mis ses rêves plein la tête en le formatant à son image. Alors qu'il aura appris de ses erreurs avec Po, et lui aura enseigné le kung-fu en s'adaptant à lui. Ils ont aussi tous deux des rêves qui leur sont imposés. Le père de Po veut qu'ils vendent des nouilles, alors que Po ne veut pas forcément cet avenir-là. Shifu, lui, veut que Tai devienne le guerrier dragon. La différence est que Po fera le choix de suivre sa propre voie, il aura aussi d'ailleurs la chance d'arriver à la suivre, puisque c'est du hasard au final, tandis que Tai, lui, sombrera dans une spirale de vengeance, lui permettant de
de justifier son existence et de rejeter la faute sur quelque chose, justifiant le ratage de sa vie. Tai est donc très clairement l'antagoniste de Shifu, et non de Po en fait. C'est à Shifu d'affronter ce qu'il a créé lui-même. Po, lui, est sûrement l'antagoniste de Tai, ça c'est sûr. Puisqu'il lui a volé ses rêves, il se dresse devant lui en résistant à ses coups, mais l'antagoniste de Po n'est pas Tai Lung. En effet, Po ne galère pas particulièrement durant le combat contre Tai, et d'ailleurs la couleur prédominante de ce combat est le jaune, ce qui montre que c'est Po qui a l'ascendant. Non, en fait, quand Po galère, c'est durant tout le reste du film, là où il apprend à s'accepter comme il est, et en faisant de ses faiblesses une force. L'antagoniste de Po, c'est Po lui-même. Au fond, c'est un peu similaire pour Tai Lung, car c'est ses démons qui lui bloquent sa vision. C'est sa rancœur qui lui empêche de vivre le présent, alors quand il affronte Po et que celui-ci lui renvoie les coups, il s'affronte en fait en quelque sorte lui-même, confronté à ses désirs destructeurs. Cela fait d'ailleurs écho au punching ball qu'on voit durant l'entraînement de Tai Lung et de Po. D'ailleurs, ce punching ball est considéré comme étant la base de l'entraînement des deux. C'est censé être le niveau 0, et c'est assez rigolo, ça prouve justement que la vision de Tai Lung est entièrement remise en question. En effet, c'est étrange pour Tai Lung, le guerrier dragon est obèse, il ne connaît pas particulièrement bien le kung-fu, ce n'est pas lui qui attaque, mais il riposte plus qu'autre chose. Lorsqu'il voit le rouleau qu'il le renvoie à lui-même, du coup il se met en colère, ne comprenant sûrement pas le message. Cela est dû à son éducation préformatée par Shifu, et sa volonté d'en faire le guerrier dragon. Lorsqu'il voit le rouleau, il ne voit qu'une apparence, qu'une coquille vide. Parce qu'au fond de lui, qui est-il? Il ne s'est jamais vraiment penché sur cette question. Qui est-il si ce n'est les rêves de Shifu? L'affrontement de Tai Lung et de Shifu est donc primordial dans le film, car comme on l'a vu, c'est leurs deux relations qui sont antagoniques, le père ayant dû combattre son fils, et le fils trahi par son père. Le combat aux dominantes bleues d'ailleurs, qui montre du coup que cette fois-ci c'est Tai Lung qui a l'ascendant, se conclura sur la défaite de Shifu, dans un combat très similaire à son flashback, puisqu'il ne peut toujours pas s'en prendre à son fils. C'est pour cela que c'est à Po de le faire d'ailleurs. Mais cette fois-ci, Shifu aura le temps de s'excuser, ce qu'il n'avait pas eu le temps de faire la première fois. Il s'excuse de l'ombre qu'il a projetée sur lui sans s'en rendre compte. À cet instant, Tai Lung a le visage qui s'éclaire, comme s'il comprenait que sa vie n'était basée que sur une erreur. Mais son expression se renfrogne, et il continue dans sa folie destructrice, continuant à chercher son but inaccessible, car il est trop tard pour lui de toute façon. Il ne peut plus revenir en arrière, le mal a été fait. Tai Lung et Po ont un développement inverse, car Po est d'abord vu comme étant faible et il apprendra à devenir un vrai maître kung-fu, tandis que Tai Lung, lui, sera vu pour la première fois comme étant un maître aguerri et surpuissant, détruisant à lui seul une prison avec des centaines ou des milliers de gardes, mais il finira impuissant face à Po. Parce qu'au final, au-delà du combat, c'est surtout des miroirs. Tai Lung va refléter les défauts de Po, et Po va refléter les défauts de Tai Lung, les démons, les peurs surtout. Et c'est pour ça que cette image de punching ball est vraiment super bien trouvée. Malgré tout, Tai Lung se dirige vers la vallée de la paix, et est donc un danger qui plane constamment sur eux. Ce rapprochement inexorable est celui qui permettra l'évolution de l'histoire. Tai Lung est d'ailleurs celui qui, finalement, forcera Oogway à choisir un successeur, et donc ce successeur qui va le vaincre en définitive. C'est donc en voulant éviter cette conclusion que le destin va se rappeler à Tai Lung, ce qui est donc le message de ce que dit Oogway d'ailleurs au tout début, c'est en voulant l'éviter que souvent le destin se rappelle à soi. Mais du coup Tai Lung est aussi un enjeu réel, la mise en scène le rappelle d'ailleurs constamment, lors des transitions par exemple, où son ombre plane sur la vallée, où ses yeux sont toujours braqués sur le héros ou sur les actions de Shifu. Po et Tai Lung se ressemblent, mais ils sont aussi bien sûr opposés. Tai Lung, c'est la force brute. Il est musclé, il est composé essentiellement de formes carrées et triangulaires, renforçant ce sentiment un peu agressif. Po, lui, est rond, il inspire la douceur. Cela montre l'opposition de vision des deux personnages sur le kung-fu. D'ailleurs, Po et Tai Lung sont aussi en opposition de par leur propre espèce. Tai Lung est carnivore, tandis que Po est herbivore. Le léopard des neiges, d'ailleurs, étant un prédateur du panda. Alors, nous avons vu le lien de Tai Lung avec Po et Shifu, mais voyons le lien avec Tigresse, car oui, les deux personnages se ressemblent beaucoup, déjà physiquement, mais aussi dans leurs enseignements. Tigresse aussi a basé sa vie sur l'objectif de devenir guerrier dragon, mais surtout de plaire à Shifu. Elle est d'ailleurs aussi orpheline, comme Tai Lung. Elle aussi reproche à Oogway le choix du guerrier dragon. Elle qui a travaillé toute sa vie pour ça, pourquoi choisit-il un novice bedonnant? C'est pour ça que dans le film, c'est Tigresse qui raconte le flashback de Tai Lung, car elle ressent la même amertume. La différence décisive entre Tai Lung et Tigresse, c'est sa famille, les 5 cyclones. Grâce à eux, elle ne perdra pas sa sagesse, ni son objectif, elle aura une place dans le monde, place que Tai Lung ne trouvera jamais de son côté.
Si elle n'est pas le guerrier dragon, elle non plus, c'est donc pour les mêmes raisons que Tai Lung. Elle a une vision trop fermée du kung-fu et trop formatée par Shifu. Elle ne vit que pour le combat, pour la tradition. Si Po gagne, justement, c'est parce que son approche du kung-fu est différente. C'est ça qui va d'ailleurs remettre en question toute la vision de Tai Lung. Tigresse est même capable de partir en solo, mettant en danger tout le monde, toute la vallée, presque par orgueil, car elle a été élevée dans ce but. En vérité, c'est un peu plus profond que l'orgueil, car elle a l'impression de porter ce fardeau sur ses seules épaules, refusant ainsi de faire confiance au choix d'Oogway. Du coup, ça fait qu'elle aussi, elle a l'esprit troublé. Tai entretient aussi une relation conflictuelle avec Oogway, cette vieille tortue siphonnée, car c'est elle qui lui a refusé arbitrairement le titre qu'il convoitait. La haine de Tai Lung s'est dirigée vers d'abord Shifu, son père, puis des villageois, qui n'ont strictement rien demandé, mais au fond c'est Oogway qui a créé le monstre qu'est Tai Lung. Mais il est possible que le fait que Oogway ait refusé le titre de guerrier dragon à Tai Lung était peut-être un test, essayant de voir si Tai Lung ne s'intéressait pas qu'au titre, mais plutôt à ce qu'il représente, à ce côté altruiste que doit être le guerrier dragon. Car en effet, Tai Lung ne comprend pas les enseignements d'Oogway. C'est l'image d'être le plus grand guerrier kung-fu qui l'intéresse. Et non pas la sagesse, non pas la valeur du kung-fu, non pas l'altruisme. Tai Lung a aussi le rôle dans ce film de donner de la force au héros. Comme le message est qu'il suffit d'y croire, si Po gagne, c'est parce que Tai Lung croira en Po. Il croira en sa force tout du long, car on le lui a vanté durant tout son périple. Car c'est Po qui a le rouleau, et le rouleau justifie à lui seul la puissance de Po. Les apparences l'aveuglent et donc donnent de la force à Po. Tai Lung est donc le défi physique de Po lors de son voyage vers l'éveil. C'est un enfant brisé qui tentera de justifier son existence par la vengeance, au même titre d'ailleurs que le second antagoniste qui est Shen. Shen est un pan, il est donc noble, svelte, il se sert de sa queue pour impressionner. Oui, ça fait bizarre dit comme ça. Toujours est-il que comme le pan, il est très orgueilleux. Dans la médecine chinoise d'ailleurs, le Shen se définit par rapport à des termes comme le sang ou bien le souffle d'énergie. Bon, en fait, c'est extrapolé, parce que le Shen c'est un peu comme l'âme. S'il va bien, tout va bien, et s'il est dysfonctionnel, le corps aussi le sera. Mais ces mots-ci caractérisent parfaitement le personnage. Le sang lui colle à la peau, et le souffle d'énergie représente bien le canon qu'il a créé. A savoir que le pot est le poumon, source de l'instinct de survie et de la protection de soi. C'est assez ironique en soi, puisque le Shen a besoin du pot pour fonctionner. Le nom du personnage est très bien conçu, car même dans la signification des prénoms, oui j'ai été vérifié, on dit que les Shen ont un objectif, qu'ils veulent le réaliser, qu'ils sont audacieux. Et ça lui ressemble assez. Tai Lung est montré la première fois dans une scène de baston d'anthologie, tuant des centaines des milliers de gardes, alors qu'il était le seul prisonnier. Shen apparaît dans une scène similaire, en tuant de sang-froid le plus grand guerrier de la ville de Gongmun. Le danger est donc tout de suite palpable. Cette fois-ci, c'est Po qui ira à la rencontre de son ennemi, et non l'inverse, car même si le danger est le même, et même d'ailleurs plus grand que la dernière fois, puisque cette fois-ci toute la Chine est menacée, symboliquement, c'est Po qui va devoir aller à la rencontre de son passé, aller à la rencontre de réponses. C'est une quête initiatique, mais c'est aussi le destin qui les fait se rencontrer sans cesse. Shen est lui aussi un enfant brisé, il a été rejeté par ses parents et cela l'a profondément blessé. Cela est dû à son manque d'empathie qu'il a envers les autres. Il a commis par exemple un génocide, le génocide des pandas, pour plaire à ses parents sans se rendre compte de tout ce que cela impliquait, des conséquences. Sa vision du bien et du mal est altérée dès sa naissance. Mais cela ne l'empêche pas d'éprouver des sentiments, ce qui fera d'ailleurs toute la nuance du personnage. Lui aussi n'est pas fait que de noir ni de blanc. Cette fois-ci, il est bel et bien l'antagoniste de Po, et Po est aussi son antagoniste. Ce deux explore les origines de Po, et sera son défi le plus personnel. Shen est la représentation de son passé torturé. Il est celui qui a brisé Po, et Po devra apprendre à lui pardonner, comme pour faire la paix avec son passé. Shen, lui, est un vase vide, cherchant à le combler par des quêtes impossibles. D'abord la conquête de la ville de Gongmun, qui lui prendra tout de même 20 ans, ensuite par la capture de la Chine, puis il se fait un point d'honneur à vaincre sa némésis, Po, alors qu'il sait très bien que c'est un but qui lui est interdit. La divinatrice lui dit que c'est un but inaccessible, et que s'il continue dans cette voie, ça le mènera à sa perte, mais pourtant, lui, il se fixe ce but-là, car il sait qu'il est inatteignable. D'ailleurs, dès qu'un but est atteint, pour lui, il en voudra un nouveau. Ce qu'il cherche, au fond, vraiment, tout au fond, c'est sûrement l'amour qu'il n'a jamais eu, ou bien de trouver tout simplement la paix intérieure. Mais Shen est aveuglé par son désir de vengeance et par son passé.
C'est d'ailleurs un personnage toujours tourné vers le passé. C'est le passé qui le fait souffrir, qui le bloque. Le futur aussi lui est plus ou moins bloqué, par Po justement, qui se dresse toujours face à lui. Pourtant, malgré ça, il est incapable de se tourner vers le présent. Et s'il ne peut pas voir le présent, c'est à cause de son passé, qui du coup formate aussi son futur. Son présent s'écrit donc dans la douleur passée. Tant qu'il continuera sur cette voie, il ne pourra vivre que des souffrances. Mais tout remettre en question est trop dur pour Shen, qui préfère ne pas se pencher sur cette cicatrice qu'il a, et plutôt de se tourner vers un avenir qui, pourtant, ne pourra jamais exister puisqu'il ne sera jamais satisfait de ce futur. Mais au fond, s'il ne peut pas non plus pardonner complètement à son passé, c'est aussi à cause du sang qu'il a versé. Du moins, c'est comme ça que je le perçois. En effet, il sait, au fond, je pense, qu'il n'a pas le droit à la rédemption, car son idéologie est trop perverse pour les autres. Je pense qu'il en a pris conscience lors de sa discussion avec la divinatrice, avant que Shen la libère, ce qui est d'ailleurs assez symbolique comme acte, car c'est la confirmation qu'il ne fera pas demi-tour. Jusqu'ici, il avait toujours conservé la divinatrice auprès de lui comme une conseillère. Cette fois-ci, il prend son propre choix, il prend sa décision finale, quitte à en mourir. Il aura le droit à une dernière chance avec Po, qui tentera de le raisonner en essayant de le tourner vers le présent. Et à ce moment-là, comme quand Tai Lung discute avec Shifu, son visage va s'éclairer un instant. Et là encore, il va refuser de faire marche arrière, car sa rédemption est impossible. Il est trop tard. Sa vision est encore vers le passé. Il n'a pas fait la paix d'ailleurs avec son passé. Il a toujours cette cicatrice que ses parents lui ont laissée, et le sang qu'il a fait couler lui colle toujours au pelage. La lumière d'ailleurs rouge est toujours sur lui lors de cette scène. Et il décidera donc de continuer le combat. Mais il trancha les cordes retenant le canon qui était au-dessus de lui, celui-ci s'écroule sur lui. Lorsqu'il voit sa mort arriver, il ferme les yeux, et c'est ainsi que se conclut l'arc scénaristique de Shen. C'est pour moi un acte purement délibéré. Dans ce cas, je choisis ceci. Dans ce cas, je choisis la mort. Car oui, tant que Shen décide de ne pas faire la paix avec son passé, le monde n'est pas prêt à l'accepter. Et donc lui-même ne sera pas prêt d'ailleurs à vivre, et c'est pour ça qu'il choisit de se donner la mort. Donc il coupa les fils de son destin, en quelque sorte, et trouva à sa manière, lui aussi, la paix. Son design en dit très long sur lui, il est svelte, il est rusé, d'ailleurs que ce soit physiquement ou dans son caractère, comme par exemple lorsqu'il se sert du passé de Po pour le déstabiliser. Il est fourbe aussi dans sa technique de combat en utilisant des lames plutôt que le kung-fu lui-même, un canon ou bien sa queue pour bloquer la vue des adversaires. Il est sadique, il possède une armée et surtout une arme qui détourne une très belle invention, en l'occurrence les feux d'artifice, comme le fera d'ailleurs Kai avec le chi. Sa couleur prédominante est le rouge, comme on l'a vu précédemment. Lors de sa scène d'introduction dans la tour de Gongmun, où il va affronter Maître Rhino, le ciel lui-même est rempli de nuages rouges, renforçant la menace qui plane sur Gongmun et surtout la menace qu'amène Shen. Le rouge lui colle à la peau tout le film, cela représente sa violence meurtrière, ou bien le feu, qu'on retrouve partout d'ailleurs, symboliquement autour de Shen. Quand il brûle la carte, son palais est rempli de flammes, sa lame en métal est en forme de flamme, son canon crache le feu. Voilà, bref, l'iconographie du feu est très présente pour Shen. Mais du coup, le rouge représente aussi le sang qu'il a fait couler, comme j'avais dit, la raison principale qui fait qu'il est impossible pour lui d'atteindre une forme de rédemption, si ce n'est par la mort. Il y a donc le rouge qui le représente, mais aussi le blanc, car son pelage est blanc et a aussi une signification. En Chine, le blanc, ça représente la pureté. Pureté qui sera donc salie par le rouge, qui l'éclaire tout le long du film. Le blanc symbolise aussi la mort, comme si son destin se rappelait à lui jusque dans son physique. Physique atypique d'ailleurs, puisque c'est un pan albinos. Le fait d'être albinos peut vouloir mettre en exergue sa faible constitution, mais aussi son décalage avec son entourage. Bref, le motif du feu est intimement lié à Shen, mais il y a aussi le motif du métal. Ses armes sont en métal, son canon crache le métal, son pelage blanc renvoie justement à la couleur du métal, il a même du métal sur ses pattes. Du coup, à chaque fois que Shen marche ou entre dans une pièce, on entend ce petit bruit de métal. Shen est comme Po, un enfant au passé troublé. Tous deux ont eu des parents qui les aimaient, mais qui, malgré eux, leur ont laissé des cicatrices. Po devra apprendre à regarder son passé en face pour avancer, ce que Shen ne pourra pas faire. Comme Tai Lung, Shen percevra Po comme une menace car il symbolise sa mort future, inéluctable. C'est pourquoi Po est aussi l'antagoniste de Shen. Shen a aussi une relation très intéressante avec son second, Chef Lu, le personnage représentant parfaitement le yin et le yang dans le film. Chef Lu est cruel, c'est un guerrier,
Mais il est aussi un chef aimant et juste, et donne même sa vie pour sa meute. Ils ont, Shen et lui, une relation conflictuelle, due au fait que Chef Lu est destitué de son rôle de leader de la meute. Chef Lu sera quand même sous l'emprise de Shen et sous ses ordres, mais il se détachera de cette emprise en décidant de refuser l'ordre de tuer sa meute. Ce qui est d'ailleurs un très très joli, un très beau moment qui n'était pas nécessaire dans le film et qui est assez touchant. Shen, lui, voit les loups comme de la main d'œuvre uniquement, et son développement vis-à-vis de ça s'arrête là. Il considère que cela lui est dû, au vu de son statut d'ailleurs, cela rappelle sa classe sociale, qui lui donne des traits de caractère, ou même physique, par exemple sa tunique, faite de soie la plus fine de la province. Ça lui donne aussi au niveau de son caractère son orgueil, point qu'on a déjà observé un peu plus haut. Shen aimait ses parents, et ses parents l'aimaient. La conséquence du bannissement de Shen fut destructeur pour les deux, car Shen devint fou et ses parents moururent de chagrin. C'est une histoire triste basée sur le manque de communication et de compréhension entre deux. Maintenant parlons de sa relation avec la divinatrice. C'est la deuxième relation la plus importante du film à mes yeux. Elle aussi éprouve de l'amour pour Shen. Elle a peur pour lui, il le met en garde. Elle se sent responsable de ce qu'il est devenu, car c'est elle qui lui a prédit son avenir, et donc qui est indirectement responsable du génocide qu'il a commis. Elle a pitié de Shen et de ce qu'il devient, et même si elle réprouve totalement ses actes, et aide finalement Po à le vaincre, et donc à le tuer, elle aura essayé quand même tout du long de le raisonner. La divinatrice fait office un peu d'Oogway dans ce film, figure presque divine, représentative de la sagesse, et sera le guide pour Po, mais aussi pour Shen, même si celui-ci refusera de faire la paix avec son passé, refusera d'écouter son mentor, donc la divinatrice, et décidera au final de continuer dans sa folie meurtrière, et donc choisira sa fin funeste. Au final, Po et Shen se ressemblent aussi, comme ce fut le cas avec Tai Lung. Ils ont tous les deux perdu leurs parents et subi l'abandon. Les deux auront réagi différemment à une même situation, mais Po lui aura réussi à faire de sa souffrance une force. Il sera même capable de pardonner à celui qui lui a tout pris. Alors que Shen, lui, ne pardonnera ni à ses parents, ni à Po non plus, de se dresser comme ça injustement face à lui, et il ne se pardonnera surtout pas à lui-même. On peut voir une opposition entre la tradition et le moderne avec Po et Shen, puisque Po se sert du kung-fu traditionnel pour attaquer, alors que Shen, lui, utilise une arme moderne, un canon, détournant le principe de cet art martial. Cela dit, ce n'est pas si manichéen que ça, car au fond, Shen a des touches de traditionnel sur lui, avec ses vêtements en soie, sa façon de gouverner, son côté seigneur Shen, et Po, lui, ne pratique pas le kung-fu de manière traditionnelle non plus, donc bon. Mais cette opposition est tout de même à noter, car elle montre que même dans le choix des armes, ils ont tous deux pris une voie différente. Parlons maintenant de Kai. Qui ça? C'est un buffle mort-vivant ayant des points de suture sur le corps, rappelant la créature de Frankenstein. Le fait d'être un buffle met en exergue sa force et son côté bestial qui sera renforcé par sa posture durant le film. Lorsqu'il court, il court à quatre pattes. Il rugit, souffle par les naseaux. C'est une bête vengeresse, comme c'est dit dans le film, une bête vengeresse et inarrêtable. Ses cornes sont un symbole de force, cela le rend imposant, mais c'est aussi une sorte de couronne qu'il porte, c'est le symbole de son prestige, le symbole de son titre de guerrier des morts. Ses muscles sont aussi exagérément gros, pour bien montrer que c'est un personnage puissant, fort. Dans le nom Kai, on retient la notion de fonceur. En chinois, il peut vouloir dire foncer, se frayer, ouvrir, etc. Et Kai en mandarin signifie victoire. Sa scène d'introduction est tout aussi réussie que celle de Shen ou de Tai Lung dans les autres films, car il bat en très peu de temps Oogway. Il utilise la technique du Chi, paraissant une technique imbattable, et transcende même les lois de la nature en revenant à la vie. Il est donc introduit comme une réelle menace, comme quelqu'un de presque surnaturel. C'est un danger qui planera sur à la fois la vallée de la paix mais aussi sur le village des pandas durant tout le film. Il est très similaire à Tai Lung, dans son développement passé aussi d'ailleurs. Kai était le frère d'armes d'Oogway. Ils étaient tous deux à la tête d'une armée. Oogway fut blessé dans une bataille et Kai décida de le porter sur ses épaules durant des jours, l'emmenant dans un village de pandas. Ceux-ci soignèrent Oogway avec l'énergie du Chi, et Kai voulut s'emparer de ce pouvoir, sûrement pour régner, plutôt que régner par la force avec son armée. Cette fois-ci, il voudrait avoir un avantage écrasant sur ses adversaires, donc pour régner, mais aussi parce qu'il a eu, à ce moment-là, une soif de pouvoir inextinguible. Mais Oogway l'expédia au royaume des esprits, enfin c'est une métaphore parce qu'il l'a buté, quoi, en gros, voilà, super. Mais depuis qu'il est revenu, Kai veut se venger et détruire l'héritage d'Oogway. Son développement est donc similaire à celui de Tai Lung. Tai était proche de Shifu et Kai d'Oogway. Les deux ont été trahis et les deux veulent se venger. Les deux sont forts physiquement et les deux se rapprochent inexorablement de Po.
La scène de la destruction du palais de jade fait d'ailleurs écho au combat de Tai Lung contre Shifu, et lorsque Shifu voit Oogway en cristal autour du cou de Kai, Shifu se déconcentre, comme lors du combat contre Tai Lung, où il voyait Tai Lung comme son enfant, où il ne pouvait pas se résoudre à l'attaquer. Et c'est assez ingénieux de faire un parallèle entre deux, car ils sont tous les deux l'héritage d'Oogway, tout comme Po d'ailleurs au final. Ils ont tous deux perçu le message de leur maître différemment, l'un pour faire le bien et l'autre pour faire le mal. Kai a perverti l'idéal d'Oogway, car Kai est la représentation même de la corruption. Déjà rien que quand il ressuscite, il pervertit les lois de la nature, étant un mort-vivant. Il pervertit le principe même du chi, en le stockant uniquement pour lui, et sans le redistribuer. D'ailleurs, son chi est le seul à être vert, tous les autres ont un chi jaune, couleur du héros, montrant parfaitement le détournement que Kai fait de l'utilisation du chi. Car oui, le chi peut être synonyme de vie, mais on peut aussi s'en servir comme une arme. Ce n'est pas le chi en soi qui est une arme, mais bien les choix de Kai. C'est la même chose d'ailleurs avec les feux d'artifice pour Shen. Sa couleur principale est le vert, certes c'est la couleur de la sagesse, ce qui peut paraître étrange, mais il y a quand même une raison derrière ce choix. C'est justement parce que la sagesse c'est l'opposé du caractère de Kai. Il détourne même jusqu'au message que représente la couleur qui lui est attribuée. D'ailleurs, lorsque Kai est à l'écran, le décor est rarement uniquement que vert, il est souvent accompagné de bleu, la couleur du mal. Le message derrière cela est donc que Kai pervertit la sagesse, pervertit le message d'Oogway, avec son existence même. Donc cette fois-ci, Kai est l'antagoniste de Oogway, et Oogway est plus ou moins son antagoniste. En fait, Kai n'a pas réellement d'antagoniste à proprement parler, un peu Po, un peu Oogway, sans que ça soit hyper flagrant. Ça serait plus en fait l'héritage d'Oogway qui est son véritable ennemi. C'est ça qu'il veut détruire. C'est contre ça que Kai se bat. Il est d'ailleurs la part d'ombre d'Oogway, la preuve que le maître n'est pas infaillible, que le maître était jadis un guerrier qui imposait ses idées par la force. Il est la création d'Oogway, le souvenir de son passé guerrier. Et c'est pour cela que Kai a été oublié. C'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et donc Oogway a voulu effacer ce passé un peu dérangeant qui pervertirait justement le message qu'il a à transmettre aujourd'hui, effaçant du même coup le souvenir des pandas et du chi. Mais Kai vient sortir de sous le tapis tout ce que Oogway a essayé de dissimuler. Il est la preuve que notre passé peut entacher notre message présent et notre enseignement. Malgré l'énorme déshumanisation qu'on fait de Kai, jusque dans ses yeux verdâtres, qui le représentent de manière très monstrueuse, il est certain que Kai ait éprouvé des sentiments d'amour fraternel pour Oogway jadis. Et à mes yeux, cela ne se voit pas assez dans le film, mais Kai a aussi eu un passé douloureux. Il a été trahi par son propre frère, mais il a été plus représenté comme un mur inébranlable. Cela dit, on aurait très bien pu lui montrer énormément de fragilité avec ce même passé. C'est l'âme de Jade, c'est sa façon à lui de combattre, c'est son kung-fu à lui. Ça donne à la fois des scènes d'action très innovantes, très bien pensées, mais en même temps c'est aussi un peu un détournement des arts martiaux comme on les connaît. Là aussi, bon, c'est pas vraiment de la perversion de l'art martial, mais malgré tout ça reste une façon un peu détournée de combattre. Une sorte de triche. Ses lames sont des extensions de son propre corps, c'est presque des mains pour lui. Il se bat avec, il désigne des choses avec. Il se sert aussi dans ses combats de zombies de jade, qui ne sont pas assez nombreux à mes yeux, mais il n'empêche que ça reste une petite armée de zombies de jade, qui fait sûrement écho à l'ancienne école face à la vision de Po, donc la nouvelle école, mais qui sont aussi le symbole de cette perversion, de l'héritage d'Oogway, car Kai a perverti le kung-fu et en même temps les maîtres qui le pratiquent. Mais c'est aussi la perversion d'âmes innocentes, puisque eux-mêmes sont contraints d'attaquer des gens contre leur plein gré. On sait que Kai avait une armée jadis, et le fait de voir comment il traite cette armée de jade permet de savoir comment il traitait son armée jadis. En effet, il considère ces hommes comme des pions, qu'il envoie en première ligne. Cette armée de jade fait aussi un parallèle avec celle de Po, comme je disais, son armée de pandas, qui ont chacun leurs caractéristiques, alors que l'armée de jade a été façonnée selon la vision de Kai. Bien sûr, ce qui rend iconique ce méchant, tout le monde s'accordera à le dire, c'est sa musique qui lui est rattachée, très catchy, couplée avec son son de chaîne cliquetante et tout de suite reconnaissable. Ça fait qu'on sait qu'il entre en scène avant même qu'on l'ait vu à l'écran. C'est un peu pareil d'ailleurs pour Shen avec son bruit de métal lorsqu'il marche. Du coup, on apprend dans ce film que Oogway était un guerrier. Il a dû apprendre à ne plus se servir de la violence pour créer un monde de paix, mais Kai est une facette de la personnalité de Oogway au final. Et d'ailleurs, est-ce que cette torture a perçu ce même côté destructeur en Tai Lung ?
On ne sait pas, mais toujours est-il qu'il voulait faire évoluer la vision conformiste du Kung Fu, ce qui est assez ironique en sachant que c'est lui-même qui l'a créé. Kai était déjà présent il y a des temps immémoriaux, Kai était là lors de la création du Kung Fu, puisqu'il était présent avec Oogway avant que celui-ci ne crée le Kung Fu, donc Kai était là au commencement. Rappelant le côté sombre à la fois du Kung Fu, d'Oogway, il est la personnification de la corruption, du mal, et à plus grande échelle, c'est le meilleur antagoniste qu'on pouvait avoir pour une fin, du moins si le film 3 était un petit peu mieux écrit, mais pour ça je vous renvoie à ma vidéo sur Kung Fu Panda 3. Lorsque Po prend le dessus sur Kai à la toute fin, la couleur du héros reprend le dessus sur le vert. Et dans un combat final rappelant une fois de plus le combat contre Tai Lung, cette fois-ci contre Po, Kai finira par s'auto-détruire avec sa soif inextinguible de pouvoir. C'est plutôt joli comme message. Au final, que ce soit Tai Lung, Shen ou Kai, tous trois étaient plus ou moins tournés vers le passé, et c'est Po, qui représente l'avenir du Kung Fu, qui les a battus. Tai était le défi physique de Po, car Po a dû apprendre à surmonter son désavantage physique, le fait d'être bedonnant, pour en faire une force. Shen était son défi mental, il a fait la paix avec son passé, et Kai, son défi spirituel. Po a appris à transmettre le Kung Fu, comme Shifu l'avait appris d'ailleurs dans le 1, il a appris la sagesse. Chacun porte donc le chi en lui, faisant de chacun une seule entité de paix. Le chi circule donc dans la vallée de la paix, dans une scène reprenant d'ailleurs la scène où Tai Lung meurt. La boucle est donc bouclée. Bon, on va parler un petit peu de la caméléone, même si j'ai pas vraiment vu le film du coup. Ce que je vais dire sera vraiment à prendre avec des pincettes. Je vous conseille de voir le film vous, et de vous faire votre propre avis avant, voilà. Mais bon, bref, du peu que je sais de la caméléone, c'est un peu tout ce que je craignais et dont je parlais, justement dans ma vidéo de la rétrospective du teaser. Elle a un passé tiré un peu par les cheveux, c'est un manque de danger flagrant pour le héros, mais bon, ce qu'il y a de bien, en tout cas, de ce que j'ai noté, c'est que il y a un parallèle quand même entre elle et Po, puisque les deux vont être des maîtres pour Zen, et Zen va devoir choisir entre deux. Autre chose qui ne me paraît pas inintéressant, c'est que, de ce que j'ai vu, la couleur ambiante autour d'elle change, passant du rouge au vert lorsqu'elle vole le bâton, par exemple, au bleu, bref, pas d'identité vraiment visuelle, ce qui, d'ailleurs, à première vue me décevait, mais en fait, c'est plutôt bien pensé, car c'est ce qu'elle a toujours fait pour se démarquer des autres et pour réussir à être plus fort. Elle prend l'identité, l'apparence des autres, ce qui justifie le fait d'être effacée, et c'est assez efficace en fait. Bon, son passé est un peu ridicule de ce que j'en ai entendu, parce que oui, je me suis bien fait spoiler quand même, c'est de ma faute complètement, et sa scène d'intro m'a été décrite comme étant très peu impactante, alors qu'on le rappelle, les scènes d'intro dans les 3 premiers films sont très importantes vis-à-vis des méchants. Cela dit, bon, comme je l'ai dit, je suis très mal placé pour juger, n'ayant pas vu le film. Il y a sûrement du bon, comme le fait, par exemple, que la caméléone représente peut-être le fanservice, l'évolution que pourrait prendre la série si on gardait les mêmes codes, les mêmes patterns, et Zen représenterait le changement. Bon, j'extrapole complètement, parce que les studios adorent le fanservice, donc à mon avis, c'est pas le cas, mais voilà, on peut voir ça comme ça, donc si ça se trouve, il y a vraiment un sous-texte que j'ai pas perçu tout simplement parce que je n'ai pas vu le film. Mais en fait, ce qui est certain, c'est que ce personnage n'a pas la prestance des autres, car elle est un peu le reste des idées rejetées pour Kai. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Elle vole le chi comme lui, Po devra apprendre à passer le flambeau, comme ce qu'il a déjà dû faire dans le 3, en enseignant le kung-fu au panda, ce qui était d'ailleurs bien mieux à mes yeux. En fait, elle est ce qu'aurait dû être Kai, parce que Kai, justement, a eu un manque de développement au niveau de son danger. Il ne bat pas assez de maîtres, il n'a pas eu l'occasion, justement, de prendre l'apparence ou les capacités des maîtres qu'il a combattus. C'est vrai qu'il a une armée de jade, mais son armée est vraiment ridicule. Mais bon, maintenant que Kai a été fait, et que le Kung Fu Panda 3 a été fait, et que Kung Fu Panda 3 est la conclusion de Kung Fu Panda, je pense que, de toute façon, que ce soit la caméléone ou Kung Fu Panda 4, ils n'ont pas leur place, car l'histoire a déjà été bouclée. Après, je vous dirai mon retour sur le film une fois que je l'aurai vu, ça sera pas tout de suite, parce que voilà, j'ai besoin de faire retomber un peu le soufflet. Mais bon, je vous dirai tout ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, commenter, en me disant votre avis sur les méchants, sur les films Kung Fu Panda, sur le 4, ça m'intéresse. Vous pouvez vous permettre de spoiler, puisque moi-même je me suis bien spoilé, et je vous annonce que je reproduirai sûrement ce format qui consiste à parler des méchants plus précisément plutôt que des films en soi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça fait plaisir pour ceux qui sont les plus courageux d'entre vous. Je vous dis à bientôt, et à bientôt.